Tout à fait. Bonjour à toutes. Bonjour à toutes et à tous, ça fonctionne. Donc, effectivement, on va faire un binôme. Je laisserai la parole à Jean-Marie Turcas, qui j'ai préparé cette présentation. On travaille tous les deux au LAPA, donc, qui est un laboratoire UNR entre l'Université de Paris et l'Université Gustave Eiffel, qui dispose également d'une plateforme de réalité virtuelle et donc d'un plateau technique. Et on collabore, on a beaucoup de projets en collaboration donc, avec l'Université Gustave Eiffel. Donc aujourd'hui, on va vous faire un très rapide parcours des apports mutuels entre réalité virtuelle et l'ergonomie. Pour ma part, je ne suis pas du tout un spécialiste au départ de la réalité virtuelle. Je m'intéresse aux risques, notamment à la prévention des accidents dans les systèmes à risque, notamment les crashs d'avions, les accidents médicaux. Et c'est à partir de là que je me suis intéressé à la simulation et à la réalité virtuelle, qui est un outil effectivement très utile en ergonomie pour simuler ou rejouer des situations accidentelles. Alors, un tout petit mot sur l'ergonomie, parce que souvent il y a une vision un peu réductrice du mot ergonomie. On parle de brosse à dents ergonomie, souvent, c'est comme ça que les étudiants voient l'ergonomie, donc c'est bien sûr une discipline scientifique. Beaucoup bien sûr de liens avec la psychologie et qui vise la compréhension fondamentale des interactions entre les humains et les autres composantes des systèmes. On insiste beaucoup sur les interactions et on s'intéresse bien sûr à ce titre aux interactions avec les nouvelles technologies, la réalité virtuelle en étant une bien entendu. Et c'est également une profession donc, qui applique un certain nombre de principes théoriques, de données et de méthodes en vue d'optimiser à la fois bien sûr la santé et la sécurité, le bien-être, mais aussi la performance globale du système. Et voilà, en résumé, pour faire très vite, il y a un principe général qui est d'essayer de mieux comprendre le travail pour le transformer. Et à ce titre, la réalité virtuelle est un outil très utile pour mieux comprendre et mieux analyser un certain nombre de situations. Alors, effectivement, sur ce premier volet, la réalité virtuelle est un objet d'étude de l'ergonomie et l'ergonomie apporte beaucoup, en tout cas on l'espère, à la conception des dispositifs d'environnement virtuel. Et les premières recherches en ergonomie ont porté notamment bien sûr les questions d'ergonomie physique, des casques, de perception, de poids, voilà, peut-être la vision assez classique que l'on a de l'ergonomie. Et également tous les effets secondaires, et là je laisse la parole à Jean-Marie, puisqu'il a présidé une expertise pour lancer sur les effets secondaires de la réalité virtuelle. Et puis plus récemment, il y a beaucoup de recherches en ergonomie sur ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, l'UX. Donc des chercheurs en ergonomie qui ont développé un certain nombre de critères UX donc pour la conception des environnements virtuels, et notamment l'intelligence qui, merci beaucoup, tous les mots qu'on a utilisés aujourd'hui, eh bien, font l'objet de recherches en ergonomie pour essayer de définir des critères beaucoup plus précis, notamment dans l'évaluation de ces environnements virtuels. Et ce qu'on constate, c'est que ça a souvent été trop souvent négligé, et c'est souvent d'ailleurs, ça se traduit par un certain nombre d'échecs dans l'utilisation de ces technologies, parce qu'effectivement, on a mal intégré ces critères d'utilisabilité. Alors, je laisse la parole à Jean-Marie. Merci Philippe. Donc, je ne vais pas faire un bilan complet, mais juste retracer un peu les grandes lignes qui ont des effets potentiels avérés ou non avérés, je vais revenir là-dessus à la fin, qui ont pu être identifiés à travers une recherche de la littérature dans le cadre d'une expertise qui a été menée à l'ANSES. Et vous avez une petite vignette en haut, hein, si vous faites une recherche en ligne ANSES réalité virtuelle, vous tomberez sur le rapport d'expertise collectif qui reprend de façon tout à fait détaillée l'ensemble des éléments qui ont pu être instruits et dont aussi Serge a évoqué quelques points ce matin. Donc juste pour donner les grandes lignes du type d'effets sur lequel il y a eu un travail de recensement des effets au travers de la littérature. Alors, il y a un certain nombre d'effets potentiels qui sont liés aux agents physiques, beaucoup plus classiques, l'utilisation de la lumière bleue liée au diode, la modulation temporelle de la lumière aussi, qui est un facteur qui n'était pas du tout attendu, mais qui est apparu assez récemment en fait, dans le cadre de l'expertise, à travers des mesures qui ont été menées au CSPB sur un sous-ensemble de casques de réalité virtuelle et qui montrent qu'on est dans des modulations de fréquence, d'amplitude temporelle extrêmement forte, puisque c'est de l'ordre de 100%. Donc, avec des passages d'une luminance égale à 0 à une luminance maximum, avec des fréquences assez élevées. Et là, on parlait tout à l'heure des
des aspects potentiels en termes d'épilepsie, il y a un risque potentiel qui est associé à ce type de dispositif. Et tous les dispositifs qui ont été évalués montraient ce problème de modulation temporelle. Bon, les champs électromagnétiques aussi, vous savez qu'une partie des casques utilisent des dispositifs électroniques, d'autres ce sont des smartphones qu'on se colle sur le visage. Donc là aussi, il y a une problématique liée au champ électrique, au champ électromagnétique, mais qui semble relativement peu problématique aujourd'hui. Donc, sur les effets des agents physiques, les deux seuls avérés sur lesquels il y a des données potentielles, c'est la lumière bleue et la modulation temporelle de lumière. Ensuite, la cybercinétose, on en a parlé beaucoup, donc je ne vais pas revenir là-dessus, même si effectivement il existe plusieurs théories, elle est avérée, et il y a clairement aussi un champ de travaux encore à investir sur cette question-là, et notamment les liens qui sont associés à l'influence des incohérences, ou en tout cas des perturbations sensorielles au niveau du système nerveux autonome. Ensuite, les effets, alors la cybercinétose, c'est un effet qui a lieu au cours de l'exposition et qui peut perdurer ensuite un certain temps après l'exposition. Ensuite, il y a des effets qui surviennent seulement après l'exposition, qui eux sont avérés, mais très très peu étudiés, et qui sont l'ordre de la recalibration en fait, des cohérences sensorielles. Donc là, il y a un vrai warning qui a été porté par le comité d'experts en disant attention, quand un sujet a été exposé un certain temps à un environnement dans lequel les cohérences internes ou intrasensorielles sont perturbées, cette perturbation peut entraîner des effets négatifs à l'issue de l'exposition, notamment par exemple en sortant d'une séance de simulateur. Les chercheurs qui travaillent sur la simulation de la conduite connaissent bien ça. On sait qu'on met toujours une marge de au moins une demi-heure après l'exposition, et on a des expositions qui sont des expositions relativement courtes en général. Alors, il y a des effets aussi liés à l'ergonomie des dispositifs, aux usages et aux situations d'utilisation. On pense évidemment des accidents, aux troubles musculo-squelettiques, qui peuvent être liés à des sursollicitations musculaires ou au niveau des surfaces de contact avec les dispositifs. Donc là, il n'y a pas d'études qui s'intéressent à la prévalence de ces problèmes. Par contre, dans la littérature, on a un certain nombre de remontées, de reports un peu anecdotiques sur ce point-là. Et puis, il y a d'autres effets potentiels, en tout cas qui étaient éventuellement recherchés dans la littérature, mais sur lesquels on a trouvé peu, voire aucune étude à ce jour. Mais là, je pense aux effets psychologiques, socio-psychologiques, neurologiques ou sur le développement, sur lesquels il n'y a aucune étude avec un degré suffisant de n'a pu être identifié. Voilà. Et donc, je vous renvoie évidemment encore une fois au rapport ANSES et à l'avis de l'ANSES, qui donne un certain nombre de préconisations pour l'utilisation de la réalité virtuelle. Merci Jean-Marie. Donc là, l'idée dans les minutes qui viennent, je sais que le temps est très limité, c'était d'illustrer quelques applications donc, de la réalité virtuelle dans des études d'ergonomie. Ici, je vous ai mis une photo en haut à droite, une étude à laquelle j'avais participé suite à un accident aérien assez connu, l'accident de Tuberlingen, dans lequel vous avez deux avions où il y a une collision en vol, et qui est lié, alors paradoxalement, à un système anti-collision. Ce système anti-collision a été équipé ces avions depuis 5 ans à peu près. Et à cause justement d'un manque d'intégration et de prise en compte des facteurs humains dans la conception de ce dispositif, eh bien, ce dispositif a provoqué donc, un concours de circonstances, un certain nombre d'erreurs humaines et donc une collision. Et donc, à l'issue de cet accident, on avait été amené donc, à resimuler cet événement. On l'a reproduit d'ailleurs avec des pilotes et des contrôleurs aériens qui étaient tout à fait naïfs. Et alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de cette étude, mais ce qu'on avait constaté, en tout cas, c'est qu'on avait utilisé, vous voyez ici, un dispositif extrêmement peu fidèle, puisqu'on est très très loin des simulateurs qui sont utilisés dans les compagnies aériennes pour faire de la formation et de l'entraînement. Et pourtant, on avait trouvé des niveaux de fidélité et d'engagement dans cette simulation qui étaient très élevés. On a utilisé la fréquence cardiaque et on a montré qu'effectivement, les pilotes et les contrôleurs aériens étaient très engagés donc, dans cette situation, alors qu'on avait un
réalisme, un niveau de réalisme qui était extrêmement fort. Donc ça montrait que c'était plus une question de scénarisation de contexte plutôt qu'une question de réalisme de la situation. Alors je citerai un peu aussi la réalité augmentée qui fait partie maintenant, qui va peut-être faire partie aussi de notre vie quotidienne. On a montré des exemples ce matin. En aéronautique, c'est d'ailleurs une technologie qui est utilisée depuis plusieurs années, puisque certains cockpits d'avion sont équipés d'une petite vitre au travers de laquelle le pilote peut voir et sur laquelle sont projetées des informations donc, sur les paramètres de vol. Et là aussi, il y a tout un tas de problématiques qui sont liées donc, à cette utilisation, à la combinaison d'informations superposées sur la réalité. Alors, bien sûr, le sujet sur lequel, pour le moment, on a le plus d'applications, c'est pour l'éducation et la formation. Donc là, je supervise notamment une thèse CIFRE sur ce sujet. C'est donc l'application la plus répandue. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'approches technocentrées. Donc, il y a beaucoup de startups qui sont développées autour de ça, mais qui s'appuient essentiellement sur les possibilités techniques, mais sans véritablement prendre en compte les besoins des utilisateurs. Et le réalisme, on vient d'évoquer, est pertinent finalement si l'utilisateur connaît déjà bien la tâche et son contexte. Et ça a peu de sens finalement en fonction pour un utilisateur beaucoup plus débutant. Donc voilà, le réalisme devrait prendre en compte le niveau de l'apprenant, le niveau d'expérience de l'apprenant, ce qui est fait rarement dans les études actuelles, dans les formations actuelles utilisant de la réalité virtuelle. Voilà, donc il n'y a d'ailleurs pas un consensus véritablement sur l'efficacité de la réalité virtuelle dans le domaine de la formation, et l'une des explications donc, tient probablement à un manque d'individualisation. Ça fait l'objet justement d'une thèse CIFRE avec une start-up qui s'appelle Mindus et qui développe des environnements virtuels pour la formation professionnelle. Donc là, pour vraiment entraîner les opérateurs à faire des gestes professionnels. L'intérêt, bien sûr, c'est l'enregistrement des données, le rejeu, la réversibilité et le gel des sessions, bien sûr, une plus grande fidélité, une plus grande immersion, on l'a évoqué tout à l'heure, et bien sûr, l'usage de modes d'interaction qui sont impossibles dans le monde physique. Donc, ça apporte évidemment un intérêt tout à fait pertinent pour la formation, et une flexibilité également pour représenter des situations qui seraient donc avec différentes perspectives, différents points de vue, qui sont tout à fait utiles également dans des processus de formation. Alors, très rapidement, pour illustrer, là aussi, un projet sur lequel on a travaillé avec Jean-Marie, donc c'était un financement ANR. Donc, le projet était dirigé par Jean-Marie. Le projet de McCoy qui portait sur la formation des compétences non techniques dans deux systèmes à risque, le domaine médical et la conduite automobile. Alors, je vais m'arrêter surtout sur le premier exemple, puisqu'il s'agissait d'entraîner des sages-femmes dans des situations de gestion d'hémorragie du postpartum, qui est une situation extrêmement grave, extrêmement dangereuse. C'est la première cause de mortalité maternelle. Et donc, ce sont des situations dans lesquelles les sages-femmes doivent réagir extrêmement rapidement. Et l'étude de l'OMS a montré que dans 80% des cas, la mortalité pourrait être évitée, notamment à partir d'une meilleure prise en compte du facteur humain. Donc ici, on a utilisé en fait deux dispositifs, un dispositif de réalité virtuelle qui est sur la gauche. On a exposé les sages-femmes à plusieurs scénarios, et ensuite on réévaluait, donc plusieurs semaines après, leurs compétences non techniques. Donc là, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, dans un environnement de simulation qui est celui utilisé à Illumins, installé à l'UFR Biomédica. Et l'étude, alors vous avez ici les références, donc a montré qu'effectivement, ces dispositifs de réalité virtuelle permettaient d'améliorer les compétences non techniques, donc notamment les compétences associées à la coopération, à la communication entre les sages-femmes et les médecins. Et donc, voilà, on a une amélioration notamment de différents critères sur lesquels je n'ai pas le temps de détailler. Voilà quelques recherches en cours ou perspectives. Donc, la thèse CIFRE que j'ai évoquée tout à l'heure. On vient également d'obtenir un financement cette année pour étudier donc, également d'autres situations à risque qui sont les nouvelles mobilités. On croise souvent lorsqu'on se déplace dans Paris, donc les trottinettes électriques, les vélos électriques, les gyroroues, et qui génèrent une très forte accidentologie, en forte augmentation, parce qu'il y a bien sûr un usage également qui augmente. Et c'est également donc, une collaboration avec l'Université Gustave Eiffel, dans laquelle on va utiliser la réalité virtuelle donc, pour immerger des usagers à la fois de ces nouvelles mobilités et des usagers de la conduite automobile, pour essayer d'étudier la perception mutuelle. Et puis un dernier projet sur lequel on va probablement travailler avec Jean-Marie, sur la gestion de crise,
et donc l'utilisation de la réalité virtuelle pour améliorer la gestion de crise, notamment dans les catastrophes naturelles. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ok. Le temps de masse. Merci Pascal pour cette invitation. Donc, je vais... Comment... Je vais commencer donc par cette citation d'Albert Jacquard. La véritable activité de l'homme, de l'humain, on va dire, consiste à se construire soi-même en rencontrant les autres. Donc, on est ravis aujourd'hui, on l'a dit à la pause et lors des échanges à midi, que c'était vraiment agréable de se retrouver pour échanger. On va essayer de se co-construire lors des échanges et de la table ronde ensuite. Alors moi, ce qui m'a intéressé au fil du temps, c'est de comprendre les mécanismes cérébraux et cognitifs de la perception, de la production et de l'intégration de différents signaux sociaux multimodaux qui sont impliqués dans les interactions sociales, avec une forte perspective lifespan, et notamment dans le champ du vieillissement, et en particulier du vieillissement en bonne santé. C'est pas encore très interactif, mais ça va pas tarder. Alors, on a vu en fait avec la récente pandémie combien les interactions sociales étaient essentielles à notre santé mentale et physique. Et donc, le contact social est un besoin élémentaire. Il y a des études récentes de l'équipe de Rebecca Sachs qui ont montré des signatures neurales communes entre l'isolement social aigu et les réactions de manque qui sont liées à la faim après un jeûne, par exemple. Et donc, pour autant, et on a vu avec les récents développements, depuis ce matin, en fait, avec la réalité virtuelle, que jusque-là, les études sur la cognition sociale sont plutôt des études hors ligne, en fait, qui nécessitent très peu d'interaction avec des participants dans des situations de perception passive, et pourtant, les bases neurocognitives des interactions sociales recrutent des mécanismes qui sont très différents des situations non interactives. Et finalement, les interactions sociales sont un peu considérées comme la matière noire des neurosciences ou des sciences cognitives affectives, avec la plupart du temps, finalement, un participant seul qui est dans des situations d'observation passive, détachée de toute interaction sociale. Et c'est seulement récemment, et on en a parlé depuis ce matin, qu'on trouve de plus en plus des paradigmes d'interaction dynamique avec parfois deux participants, deux humains, ou c'est ce que je vais essayer d'évoquer aujourd'hui, des humains avec des machines, au sens un peu vague pour l'instant,
où le participant qu'on souhaite étudier est plus engagé dans une interaction sociale. Donc, dans le champ de l'intelligence artificielle et des interactions humain-machine, évidemment, il y a tout un tas de technologies qui sont utilisées pour proposer des systèmes un peu plus interactifs. Par exemple, la robotique sociale, la réalité virtuelle, on en a parlé ce matin. Également, les agents conversationnels animés, je vais un petit peu évoquer ces points tout de suite. Ensuite, les systèmes intelligents, ce n'est pas forcément incarné, hein, ça peut être parfois des ordinateurs qui sont cachés du participant, mais qui permettent le traitement du signal social, l'analyse automatique des signaux sociaux, c'est aussi tout un champ qui se développe depuis récemment. Et puis, évidemment, ça touche différents domaines. Moi, je vais me concentrer plutôt sur les agents conversationnels animés, notamment un peu de réalité virtuelle, et plutôt dans le champ des émotions et des interactions sociales, puisque c'est ça qui m'intéresse. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment un système artificiel peut devenir un acteur de l'interaction. C'est en vrai une grande question un peu compliquée. Au laboratoire, on utilise par exemple des agents conversationnels animés de la plateforme Greta, qui sont beaucoup développés dans le champ des interactions humain-machine, qui permettent au travers, là on a donc un agent conversationnel animé qui a une forme humaine, mais d'avoir des mouvements des yeux, des expressions faciales, une synthèse vocale, même si elle n'est pas encore parfaite, et je dirais tant mieux d'une certaine manière, des gestes, notamment du haut du corps, qui permettent de développer des paradigmes où le participant va pouvoir interagir avec le système informatique. La plupart du temps, quand on utilise ce genre d'agent conversationnel animé, on travaille dans des protocoles qu'on appelle en magicien d'Oz, en référence avec le film, c'est-à-dire qu'en réalité, le système informatique, le système intelligent, l'agent ici conversationnel, est contrôlé par l'humain, le magicien, l'opérateur qui se trouve dans une petite salle, je ne sais pas où est le laser, mais peu importe, qui se trouve dans une salle cachée du participant. Et en revanche, le participant pense qu'on lui présente comme tel que l'agent travaille de façon autonome. Donc, je vais vous présenter quelques études, soit fraîchement publiées, soit plutôt en cours, pour voir un petit peu les nouveaux paradigmes qu'on peut utiliser. Alors, par exemple, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup travaillé dans le champ du vieillissement en bonne santé, hein, donc c'est différent de ce qu'on a vu tout à l'heure avec les différentes présentations. Et dans la plupart des études de perception passive, de perception sociale, même en vieillissant en bonne santé, les participants, les personnes âgées ont quelques difficultés à reconnaître les expressions faciales, notamment sur autrui. Donc, on essaie de proposer des paradigmes un petit peu plus interactifs avec un agent conversationnel animé où des personnes jeunes et âgées, on leur propose d'interagir avec un agent conversationnel dans un petit tour de parole. Et donc, ils doivent à la fois décoder un certain nombre d'informations sociales, les questions, les expressions faciales de l'agent et aussi, eux, produire en retour des informations sociales, donc répondre aux questions et puis exprimer toutes les informations sur leur corps ou sur leur visage. Dans cette étude, on s'est notamment intéressé à l'étude du comportement du regard et à la fonction duelle du regard, donc avec l'idée que le regard n'est pas seulement utilisé pour extraire des informations sociales sur autrui, ce qu'on fait en ce moment. C'est pour ça que c'est quand même différent d'interagir comme ça que via Zoom, mais aussi pour signaler des informations sur nous-mêmes. Et donc, dans ce contexte interactif, déjà, on s'aperçoit sur le plan comportemental que les personnes âgées ont finalement plutôt des facilités à reconnaître les émotions. Sur le plan de la fonction de décodage du regard, leur comportement oculaire n'est pas du tout le même que les jeunes adultes, dans toute l'interaction, quand ils interagissent avec le partenaire virtuel, ils vont faire beaucoup plus de lecture labiale, beaucoup moins d'engagement sur la région des yeux, même quand ils doivent décoder les expressions faciales. En revanche, la fonction, quand ils doivent signaler des choses avec leur regard, là on ne voit pas de différence avec l'âge. Par exemple, quand on interagit avec quelqu'un, quand on veut signaler un tour de parole, souvent on va moins le regarder, et c'est ce qu'on retrouve aussi chez les personnes âgées.
Alors, vous avez peut-être vu tout à l'heure le poster de Michaela Grondin-Verdon. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'aller voir tous les posters, puisque le temps a été un peu court et on a tellement envie de discuter qu'on ne répond pas forcément aux étudiants qui présentent leurs posters. Mais on a un peu continué ces questions autour de la fonction duel du regard, à s'intéresser à comment les interactions sociales réciproques avec un agent conversationnel animé vont moduler le sentiment d'être vu. Ça, c'est important quand on interagit avec quelqu'un. Je sais que tu me vois, j'ai conscience que quelqu'un me regarde, et donc ça va aussi moduler mon comportement. On ne réagit pas de la même façon si on pense qu'on nous regarde ou on pense qu'on n'est pas regardé. Donc c'est ce qu'on est en train d'étudier actuellement. Donc là, on travaille toujours en magicien d'ose. Donc le participant pense qu'il interagit avec un agent autonome, ce qui n'est pas le cas. Le comportement de l'agent est manipulé par un expérimentateur. Et puis là, on va demander à un participant d'aller faire ses courses en interagissant avec différents types d'agents virtuels qui sont plus ou moins engageants, qui vont plus ou moins regarder le participant. Et on essaye de regarder en fait si ça module la perception de présence sociale et le sentiment subjectif d'être vu ou plutôt d'être regardé par l'agent, mais aussi on regarde la communication sociale, donc la fonction de signalisation du regard, au travers du regard, des mouvements de la tête ou des expressions faciales, et pour ça on est obligé d'utiliser, on utilise des algorithmes de détection automatique du comportement du regard, des gestes, des mouvements de la tête, etc. Alors là, je n'ai pas trop le temps de présenter les autres travaux qui existent dans la littérature, mais dans les interactions entre un humain et un agent virtuel, beaucoup de travaux en fait sont donc l'humain, c'est plutôt le patient en général, hein, puisqu'on utilise ça et on l'a vu tout à l'heure avec les présentations de la table ronde précédente. Et donc on essaye de trouver des tâches pour l'évaluation clinique ou la remédiation. Là, on a essayé un petit peu de changer de paradigme. Là, on est plutôt dans la simulation en santé, donc faire en apprenant. Donc, dans la simulation en santé, en général, ça peut toucher des choses très différentes de la chirurgie. Là, on est plutôt dans la communication entre le patient et le clinicien, mais on essaye, la simulation en santé essaye plutôt de respecter des principes éthiques du style jamais la première fois sur un vrai patient. Donc, on essaye toujours de s'entraîner en chirurgie, par exemple, avec des mannequins. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans la communication non verbale, qui est aussi importante dans les interactions. Donc là, c'est un jeu sérieux, ce qu'on appelle un jeu sérieux, c'est-à-dire un protocole un petit peu virtuel de gestion de situation de soins où il s'agit de créer un jeu sérieux. Il faut donner un médicament à un patient en gériatrie qui présenterait la maladie d'Alzheimer. Et dans ces interactions humain-machine, cette fois, l'agent, c'est un patient virtuel, donc des comportements très basiques, hein, le but c'est pas de simuler complètement un patient virtuel, mais ça offre la possibilité aux apprenants de s'engager dans une interaction de face à face avec un patient. Donc là c'est plutôt à destination de futurs soignants par exemple, et là c'est pareil, l'objectif c'est d'essayer, c'est pas de former les gens, mais c'est de faire réfléchir les apprenants ou des futurs soignants à l'importance des comportements non-verbaux dans la communication avec des patients, dans un contexte plutôt d'analyse des pratiques. Voilà. Mais donc là aussi, on va analyser le comportement non-verbal de l'apprenant, de l'humain, en contexte, puisque là je fais vite, mais ce jeu sérieux, il y a une prise de contact avec le patient, comment on va se présenter à lui, dire bonjour, et puis comment l'apprenant va réagir si le patient est apathique ou est plutôt agressif, est-ce qu'il va finir ou pas par réussir à lui donner ses médicaments. Voilà, ça c'est quelques exemples de tâches interactives avec des agents conversationnels animés. Il y a aussi des choses un peu plus appliquées en réalité virtuelle. Vous avez peut-être pu échanger avec Katarina Pavic lors de la session de poster, donc, qui fait une thèse CIFRE et qu'on co-encadre avec Dorine Berger-Pérez du laboratoire VAC. Donc là, un des objectifs appliqués de la thèse de Katarina,
c'est d'essayer de reconnecter les plus isolés, les plus vulnérables à la vie, en leur proposant, en induisant des émotions positives. Donc là, c'est un peu très différent de ce qu'on a vu, évidemment, avec la gestion de l'anxiété dont on a parlé ce matin. Au contraire, là, on va essayer de remobiliser, d'induire des émotions positives en proposant des immersions dans un environnement virtuel, dans des films. Là, c'est pas des environnements 3D, soit dans des environnements non sociaux, soit, et ce qui nous intéresse énormément, dans des environnements sociaux, donc se retrouver à une fête de village, par exemple, et puis de mesurer l'effet de cette induction d'émotions positives, par exemple au travers de mesures physiologiques ou de l'évaluation subjective du participant. Donc c'est plutôt à destination de personnes âgées. Pour l'instant, avec le contexte sanitaire, la Katharina elle a surtout recruté des jeunes adultes, mais il y a des résultats intéressants à la fois sur les mesures physiologiques et sur l'évaluation des environnements dans lesquels on s'immerge, de la réalité virtuelle et du social par rapport au non social. Voilà, donc juste quelques idées peut-être en prévision de la table ronde, qui sont peut-être des idées transversales sur ce que peuvent apporter les agents virtuels ou la réalité virtuelle. On voit que c'est très différent dans la littérature et dans les travaux actuels. Ça va du coach virtuel au patient virtuel. Donc, évidemment, ça nécessite une expertise souvent pluridisciplinaire. On a parlé tout à l'heure du transfert dans la vie quotidienne et puis d'essayer de trouver des nouveaux paradigmes, parfois un peu différents, en prenant en compte les questions éthiques. Ça, c'est pas toujours facile quand on interagit avec des systèmes numériques. Et puis, des fois, on marche un peu sur un fil entre la validité écologique et le contrôle expérimental. C'est pas toujours évident. Voilà, merci beaucoup. Ok, bonjour. Alors moi, je vais vous présenter les travaux qui ont été menés dans le cadre de la thèse d'Emmanuel, qui est soutenue cette année, en fait, qui est maintenant docteur. Et donc, dans ces travaux, on s'intéresse au comportement d'approche et d'évitement. Alors, en fait, les comportements d'approche et d'évitement, ce sont des comportements qui sont vraiment centraux dans le processus de régulation, et que ce soit en fait, chez l'animal et chez l'être humain. En fait, les comportements d'approche et d'évitement, on va les définir comme des comportements qui visent à réduire ou augmenter la distance entre un objet ou des individus et le soi. Dans ce papier, on s'est focalisé surtout sur les interactions interpersonnelles. Et donc, en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'un comportement d'approche, si on observe quelqu'un de positif ou un objet positif, on va avoir évidemment tendance à réduire la distance, à approcher cet objet ou cette personne. Et si dans l'environnement, on perçoit quelque chose de négatif, alors on va vouloir l'éviter. Alors ici, quand on a cette conceptualisation, on a un petit peu une conceptualisation passive des comportements d'approche et d'évitement, telle que je vous l'ai définie là, puisque je suis en train de vous dire, si j'évalue positivement, alors j'approche, si j'évalue négativement, alors j'évite. Mais en fait, justement, l'idée ici, c'est d'adopter une approche incarnée de la cognition. Et quand on regarde, en fait, l'idée de la cognition incarnée, on va s'ancrer, en fait, du coup, cette approche s'ancre dans l'idée d'interaction sensorimotrice, entre l'individu et l'environnement. En fait, ici, on va avoir la cognition qui s'ancre dans une activité cérébrale qui prend en compte le corps et l'activité du corps et l'interaction avec l'environnement. Et du coup, la cognition est une émergence, en fait, de ces interactions. On a ici, du coup, et Pascal en a parlé aussi ce matin, du coup, la mémorisation de traces des activités sensorimotrices. Et plus tard, en fait, dans les interactions, on va avoir réactivation et réactualisation de ces traces qui ont été stockées au cours d'interactions futures. De fait, en fait, si par exemple, j'ai évalué des choses positives, et que je les ai approchées, ce qui va se passer, c'est que j'ai codé, en fait, ces comportements et cette interaction de traces. Et plus tard, en fait, si je fais des mouvements d'approche, je vais réactiver ces traces et je vais réactiver tout ce qui va. Donc finalement, on se retrouve dans quelque chose qui nous dit que les comportements d'approche et d'évitement sont des interactions sensorimotrices entre individus et environnement. Et du coup, donc ici, finalement, on a un rôle actif de l'approche et de l'évitement dans le processus de régulation et dans l'évaluation. Bon, alors rapidement, parce que du coup, je viens de vous le dire, finalement, vous voyez, si j'approche, en fait, ça va réactiver ces anciennes traces. On va avoir une évaluation positive de cet individu.
Alors que si je l'évite, en fait, réactivation de traces passées, on devrait avoir une évaluation négative. Et donc, en fait, dans la littérature, on a plusieurs travaux qui nous montrent, qui nous disent qu'effectivement, effectuer des comportements d'approche et d'évitement va entraîner des évaluations plus positives donc, si j'approche quelqu'un que si j'évite quelqu'un. Et c'est le cas, en fait, en direction d'objets, mais également en direction de personnes. Donc, ça modifie également les évaluations interpersonnelles. Cela dit, ces travaux ont des limites, puisque, en fait, quand on regarde la plupart des travaux, ils sont menés en laboratoire et on a une négligence complète de l'environnement social. On va avoir des participants, comme vous pouvez le voir là, qui vont être en face d'un écran d'ordinateur, qui vont voir des stimuli, des images, des photos. Ils vont être souvent assis et faire des réponses au clavier, donc on néglige aussi le corps et les systèmes multisensoriels. Donc, par exemple, des exemples d'opérationnalisation, on a eu des opérationnalisations qui prenaient un peu en compte le corps en utilisant, par exemple, des contractions musculaires où les participants doivent faire des mouvements de flexion sous la table ou d'extension. Et du coup, ici, ça a l'idée que flexion, c'est qu'on va approcher des choses de soi. Ou, je crois que c'est Pascal qui en parlait ce matin, des manipulations, on va faire de la flexion ou l'extension avec un joystick. Mais ce sont des mouvements qui ne sont pas vraiment prototypiques des interactions interpersonnelles. Rarement, vous prenez des gens pour les approcher vers vous. En général, vous avancez, vous vous inclinez. On va avoir des opérationnalisations qui vont être plutôt basées sur perception, changement de distance et qui feront un peu plus sens dans l'interaction, où notamment on va avoir quelqu'un en face d'un ordinateur avec l'environnement sur l'ordinateur qui va bouger ou reculer. Ou alors on va avoir des choses assez abstraites où le soi va être représenté comme un petit mannequin qui va se déplacer et donc on a des choses et des changements de distance qui vont être représentés mais plutôt de manière abstraite. Donc ici on voit que dans la littérature en fait on a une négligence de l'interaction. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir effectivement tester cette hypothèse avec une approche incarnée et donc d'avoir évidemment recours à la réalité virtuelle, puisque du coup, on va être immergé dans un environnement. On va interagir avec des agents virtuels, donc on va pouvoir mettre en place une interaction sociale et on va avoir accès à notre corps. Donc, tout simplement, ce qu'on a testé dans ce papier, c'était d'implémenter des paradigmes qui pouvaient permettre de tester ces comportements d'approche et d'évitement sur les évaluations. Et donc, l'hypothèse qu'on faisait était très simple, c'est que les évaluations seraient plus positives quand on approche autrui que quand on évite autrui. Alors, je vous présente deux études avec les procédures en parallèle, puisqu'en fait, il y a juste des petites variations à travers les deux études. On a des manipulations en interparticipants. Donc, dans la première étude, ici, on avait 162 participants. Les participants sont dans le laboratoire avec le casque de réalité virtuelle. Ici, ils étaient dans la première étude, ils sont assis à une table. Vous avez un agent virtuel qui arrive dans la salle. Il arrive, il s'installe, il dit bonjour. La tâche des participants, ça va être de répondre bonjour en faisant un mouvement, soit approche, soit évitement, soit contrôle. Donc, voilà ce qu'il fait. Il dit bonjour, soit en s'inclinant en avant, bonjour, il m'incline, ou en arrière, évitement, ou contrôle, il ne fait aucun mouvement. Alors, vous pouvez voir sur le côté, je ne sais pas si vous avez vu, là, vous avez une petite barre pour aider un petit peu le positionnement des participants, parce que la tâche, en fait, n'était pas très simple pour eux. Et en fait, dans l'expérience 2, on a fait la même chose, sauf que les participants étaient sous un abribus, et du coup, ils devaient répondre bonjour à quelqu'un qui arrivait sous l'abribus, soit en faisant un pas en avant, un pas en arrière, bonjour pour s'éloigner, ou une position centrale contrôle. Suite à ça, en fait, dans les deux études, ce qui se passait, c'est que les participants devaient donner leur impression à propos de cet individu sur une échelle de 1 à 7, 1 étant une évaluation négative, 7 étant une évaluation positive. Alors, on avait aussi d'autres mesures. Alors, je mets de côté une mesure, parce qu'elle n'est pas très intéressante en tant que résultat, mais on avait mesuré les systèmes neuropsychologiques. Donc, on avait mesuré, entre autres, le Behavioral Approach System, qui va mesurer l'activation du système d'approche et du système appétitif, et le Fight-Flight-Freeze System, qui est plutôt lié à l'évitement. Notre hypothèse était évidemment qu'en approche, on devrait avoir une activation du Behavioral Approach System du BAS et du Fight-Flight-Freeze System en évitement. Alors, ici, je vous présente les résultats des deux études et également en fait d'études pilotes qu'on avait fait en laboratoire, mais pas en réalité virtuelle. On avait déjà essayé de tester cette hypothèse de manière un petit peu immersive. Ce qui se passe là, c'est que si les résultats, donc vous avez une ligne 0, c'est la différence entre les conditions d'approche et d'évitement. Si les résultats de son côté, ça va dans le sens de notre hypothèse, les évaluations sont plus positives en approche qu'en évitement. De ce côté-là, ça va dans le sens inverse. Ce que vous pouvez voir à travers l'ensemble des études, vous pouvez voir les évaluations moyennes avec les intervalles de confiance. En fait, on a toujours des effets nuls, plutôt négatifs, donc ça ne va pas du tout dans le sens de la littérature, on n'arrive pas à répliquer ici. Donc, quelque chose, quand on regarde l'effet moyen, vraiment un effet, en plus, vous voyez, un intervalle de confiance tout petit avec vraiment une évaluation.
Alors, je vous passe sur les systèmes neuropsychologiques, je vous passe les effets moyens parce qu'on n'avait pas quelque chose de très probant. En revanche, je vous présente quand même 2-3 choses parce que ça, on trouvait intéressant. En fait, on a eu des interactions en fonction du sentiment de présence. Nous avons entendu parler du sentiment de présence aujourd'hui. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que donc là, dans les conditions évitement et contrôle, bon, plus le sentiment de présence est élevé, plus le behavioral approach system est élevé, le sentiment de présence prédit positivement cette activation. Mais alors, c'est très faible, en fait, les interactions sont significatives. En fait, en approche, la pente est beaucoup plus marquée ici. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans l'étude. Et en fait, on a alors bien de probant ici, mais on voit qu'on n'a pas cette pente plus marquée là sur l'approche. Ici, on voit que ce n'est pas très clair ce qui se passe. En étude 2, on a encore une fois en fait, cette interaction où la pente d'éclair en fait, est plus marquée. Donc, le sentiment de présence prédit positivement l'activation du bas dans la condition approche par rapport aux autres conditions. Et de manière intéressante, en fait, on a complètement le pattern inverse en fait, en la condition approche sur le système d'évitement, et on a quelque chose de net. Ici, ça nous donne quelques billes pour se dire, c'est vraiment un petit peu a posteriori ces résultats, mais pour se dire, il y a peut-être eu quelque chose, en fait, quand on a manipulé les comportements, qui a pu activer un peu ces comportements d'approche et d'évitement. Alors, je conclus. Du coup, ici, ce qu'on a voulu faire, c'était appliquer en fait une approche un petit peu incarnée et prendre des résultats qui sont assez robustes dans la littérature et essayer de les mettre en place en prenant en compte le contexte, l'environnement et le corps. On n'a pas réussi à répliquer l'influence des comportements d'approche et d'évitement sur les évaluations interpersonnelles. Ça peut poser plusieurs questions. Est-ce que c'est un problème d'opérationnalisation? Est-ce qu'il y a trop de signaux? Est-ce que les consignes étaient trop compliquées aussi, puisque c'était vraiment compliqué de pouvoir mettre en place les mouvements pour les participants? En fait, ça pose la question aussi de ce que ça peut être de vouloir étudier certains comportements qu'on émet naturellement dans cette interaction parce que j'évalue mon environnement de manière positive. Je vais faire quelque chose de manière spontanée. Comment le remettre en place pour pouvoir l'étudier de manière expérimentale? Ça, ce n'est pas forcément évident. Et donc, le sens un peu des comportements va être questionné ici. Alors maintenant, on a quand même quelques éléments sur les systèmes neuropsychologiques qui nous font penser qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant dans la manipulation. Et du coup, il faut peut-être réfléchir aussi au paradigme et au modèle théorique qu'il y a derrière dans la littérature. Et c'est assez intéressant parce que finalement, ça nous permet, au-delà de se dire qu'est-ce que la cognition, c'est aussi en fait, comment en fait, ça marche, ces histoires de mouvement et d'évaluation. Ouais. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et je crois que j'ai fini. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je vais vous présenter des études sur le rôle de l'incarnation pour étudier les attitudes dans le vieillissement et les âgés. Et donc, la première question, c'est justement pourquoi il faut étudier les attitudes envers les âgés. Ces études sont dans un cadre théorique un peu plus large, qui c'est celle de l'active aging, où on veut étudier c'est lequel le rôle d'un paradigme plus positif pour étudier les âgés et tout le cours de la vie, et pas seulement des changements où il y a des modifications cognitives. Et dans ce cadre-là, on a des facteurs qui vont influencer l'active aging, qui sont deux facteurs importants sur l'agéisme et la self-perception of aging, dans la perception du processus de ce propre vieillissement. Et l'agéisme et la self-perception of aging sont très reliés parce que l'agéisme est une attitude négative envers les âgés et le vieillissement. Et ce qui change par rapport à les autres types de ismes, c'est-à-dire l'autre type de discrimination, c'est que les personnes qui ont des attitudes négatives ou des discriminations envers les âgés, un jour deviennent âgés. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont incarner toutes les attitudes et toute la vision négative qu'ils ont envers l'âge. Et ça va influencer la vision future de leur-même. Donc, la question c'est, mais est-ce qu'on peut
effectivement changer ses attitudes, pas seulement dans les personnes âgées, mais même dans les personnes jeunes. Et le Proteus Effect, en fait, nous donne quelques conseils sur comment faire pour changer les attitudes. On sait que si on veut incarner des avatars avec des différentes caractéristiques sociales, on peut modifier effectivement soit les comportements, soit les attitudes envers des catégories sociales. Il y a deux études de Barakou où ils ont changé effectivement les attitudes implicites envers des autres ethnies, dans le premier cas, et dans d'autres groupes d'âge. Donc, ça va changer pas seulement les attitudes, mais même les comportements des participants, même au niveau de la commission. Donc, ce que nous avons fait dans le premier étude, c'était d'essayer de répliquer les résultats, mais avec un paradigme d'incarnation isotactile. Donc, les participants pouvaient voir en main qui était touché par un baguette chaque seconde pour 2 minutes afin d'induire l'incarnation. Et après chaque manipulation, on a testé les attitudes implicites de participants, soit avant, soit après chaque condition. Donc, on avait une condition où il y avait l'incarnation, où il n'y avait pas d'incarnation, et où il y avait un jeune et un âgé. Et on a fait le participant était soit jeune, soit âgé. Nous avons trouvé, effectivement, c'est qu'on est capable d'enlever l'information avec ce type de paradigme, soit dans la population jeune, soit dans la population âgée, avec une mesure explicite de environnement. Mais si on va voir qu'est-ce qu'il y a sur les attitudes, c'est que dans la population jeune, en fait, il y a une diminution des attitudes négatives envers les âgés et pas dans la population âgée. Cet effet, c'est par contre pas spécifique pour l'incarnation, c'est-à-dire que ça suffit d'être exposé à un âgé pour améliorer les attitudes implicites envers les âgés. Donc, s'il faut étudier les attitudes envers des groupes sociaux et comment changer les attitudes envers ces groupes, il faut considérer beaucoup de facteurs qui peuvent être manipulés dans le cadre de l'incarnation. Donc, il y a plusieurs facteurs et plusieurs manipulations. Mais en fait, une des caractéristiques qu'on peut moins considérer, c'est celle des caractéristiques des avatars. C'est pour ça qu'on a décidé de créer un dataset, de faire une validation des avatars. Donc, on a commencé avec des corps qui sont 28 corps, soit jeunes, soit âgés, soit masculins, féminins, sur un continuum de poids différents. Et on a demandé à des participants de juger ces corps sur des échelles de l'ICAP des mesures psychologiques comme la perception de l'âge ou l'attraction ou la trustworthiness. Après, on a créé un dataset aussi des avatars. On a pris des photos de Chicago Face Dataset et on a créé des avatars presque pareils. Et on a fait la version âgée de cet avatar. Et on a demandé à les mêmes sujets de juger pour cette dimension les avatars. Mais ce qui nous intéressait le plus, c'était de voir effectivement si le participant pensait que les avatars étaient ressemblants. Donc, si l'avatar était proche de la photo originale, soit la version jeune, soit la version âgée. Ce que nous avons vu, c'est qu'en effet, on a créé des bons avatars. Donc, ça pour dire que
les avatars ont un rôle très important et il n'y a pas encore de datasets validés qui peuvent être utilisés dans le cadre de la réalité virtuelle et de l'incarnation. Mais on sait qu'en fait, indirectement, les caractéristiques des avatars peuvent influencer tous les résultats qu'on va trouver dans les études de l'incarnation. Donc, il faut le contrôler et surtout, la possibilité que nous donne la nouvelle technologie de création de l'avatar, c'est de créer des avatars personnalisés très rapidement. Ça implique qu'on peut prendre l'avatar personnalisé du participant, on peut créer sa version âgée, ou on peut modifier d'autres caractéristiques, pas seulement l'âge, on peut modifier la masculinité ou le poids. On peut faire des changements des manipulations psychologiques et voir que c'est lequel est fait sur le soi ou sur les comportements ou sur les attitudes. Donc, on a dit, OK, on commence à faire ça. Et on a décidé de prendre des participants jeunes et de voir qu'est-ce qu'il s'agit quand ils sont incarnés dans leur avatar âgé. Ils sont seulement c'est en étude en cours, donc je n'ai pas encore les résultats de l'étude, mais je peux vous dire un peu ce que nous avons fait. L'intérêt, c'était de voir si l'incarnation dans l'avatar âgé pouvait avoir un effet sur les attitudes envers l'âge et dans le spécifique, si on pouvait manipuler l'activation des stéréotypes, si on pouvait activer des stéréotypes reliés à l'âge. Donc, on a pris 3 typologies de stéréotypes. Le moteur, donc on a demandé à des sujets dans la réalité virtuelle de faire des mouvements dans une salle de sport pour 2 minutes, mais il avait le poids les mains et les pieds. Il pouvait être dans l'avatar jeune ou dans l'avatar âgé. Puis il y avait une condition seulement plutôt perceptive, donc où il pouvait manipuler seulement le niveau de l'aspect extérieur et le participant devait se regarder au miroir et se concentrer sur s'il y avait le cheveux blanche, s'il y avait des rides. Et le troisième, c'était un peu le plus compliqué à faire, mais Alex a fait le bon travail. C'était en manipulation plutôt cognitive, c'est-à-dire qu'on voulait créer l'illusion de disorientation, donc d'être perdu. Et on a demandé à les participants de chercher leur maison, mais dans une ville où toutes les maisons étaient les mêmes. Donc, ils faisaient un parcours, mais en fait, ils ne pouvaient pas résoudre l'expérience. Et ça pour créer les places. The feeling of being lost. Donc, en conclusion, qu'est-ce que nous sommes partis de cause effect. Donc, nous savons que c'est possible de modifier les attitudes envers les groupes, d'autres catégories sociales et les âgés surtout. Et nous n'avons pas trouvé les mêmes effets dans la population âgée, mais ça peut dépendre du type de manipulation ou le nombre de participants. Nous savons qu'il y a un rôle de l'incarnation dans ce changement des attitudes, mais on ne sait pas si en fait il faut faire d'autres études pour comprendre si c'est un effet spécifique de l'incarnation ou si c'est plutôt un effet général de l'exposition à l'avatar ou un autre groupe. Et voilà, c'est le dataset que nous avons créé. C'est pour dire qu'il faut valider plus de stimuli soit dans l'environnement, soit des avatars dans la réalité virtuelle et se concentrer surtout sur les caractéristiques sociales qui peuvent véhiculer. Et on peut penser de commencer à étudier des dimensions psychologiques avec la création des différents avatars de la personne. Je vous remercie et je vous remercie pour la
alors, on n'a pas beaucoup de temps, je suis désolée, on a tout ça à un moment donné. Mais néanmoins, il y a peut-être des questions sur cette table ronde qui concerne les interactions, donc l'incarnation. Donc, est-ce que vous avez des questions sur cette thématique? Donc, on voit bien que tout ce qui est interaction sociale, ça peut vraiment bénéficier de la réalité virtuelle ou même plutôt des interactions avec les gens. Donc, et avoir vraiment des interactions fluides. Étudier en réalité virtuelle, mais de façon contrôlée, des mécanismes qui sont comme dans le réel, parce que finalement, on va s'approcher, mais il y a des contraintes qui font qu'on est encore assez loin de pouvoir étudier exactement comme ça se passe dans la vraie vie. Alors, attends, tiens, prends. Est-ce que vous pouvez... Ouais. Merci. Oui, c'est le petit bouton derrière. Oui. En dessous, je crois, non? En fait, c'est là, quand j'ai écouté le pense, en fait, ça me fait réfléchir aussi. Et ça va dépendre un petit peu aussi des objectifs. C'est-à-dire que, par exemple, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de pouvoir manipuler certains facteurs et d'étudier le rôle causaux. Et c'est assez intéressant d'entendre Laurence qui disait, en fait, on a ce concept de ce magicien dose. Et nous, on est plutôt dans l'inverse dans la plupart des paradigmes, c'est qu'en fait, tu vas leur faire croire que c'est quelqu'un derrière qui commande l'agence virtuelle, mais en fait, il est complètement contrôlé pour avoir justement quelque chose de purement contrôlé. Parce que du moment où tu vas avoir un magicien de derrière, et ben, il n'est pas faillible. Et du coup, c'est pour nous, en tout cas, ça va être en tant qu'expérimentaliste un gros avantage d'avoir de la réalité virtuelle parce que tu ne vas pas avoir la réalité du jeu d'acteur et tu auras toujours quelque chose de contrôlé en ayant quelque chose d'immersif. Et du coup, je trouvais ça super intéressant et ça fait aussi partie d'une question que j'avais pour toi, parce que du coup, nous, à l'inverse, on leur fait croire que c'est influencé par quelqu'un, mais on contrôle complètement et on a un peu de perte de réalisme. C'est tout l'enjeu de la présence, et c'est aussi ce que je montrais avec les interactions par la présence. Et toi, tu te retrouves avec autre chose. Donc, voilà. Je me suis peut-être mal exprimée. Ah, pardon. J'entendais par magicien d'ose. Vous m'entendez? Oui, c'est-à-dire que là, comme on interagit avec un agent, on pourrait imaginer, avec tous ces systèmes intelligents et l'intelligence artificielle, qui fait aussi un peu peur, d'une certaine manière, que les nouveaux agents virtuels ou les outils techniques qu'on a sont complètement autonomes, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est aussi contrôlé, tout est contrôlé expérimentalement. Quand je dis magicien, c'est un contrôle expérimental, mais l'agent conversationnel n'est pas autonome, ce n'est pas une intelligence artificielle qui fait que même les robots, en fait, il y a très peu de robots ou d'agents comme ça qui fonctionnent de façon totalement autonome, donc c'est ça que je veux dire, mais c'est tout à fait contrôlé derrière. Mais tu as quelqu'un, un humain qui contrôle en temps réel si ça existe et c'est genre de... Alors, oui, qui contrôle en temps réel. Alors là, quand c'était avec le patient virtuel, c'était vraiment adapté à chaque apprenant, chaque soignant en fonction de ce qu'il dit, puisque là, c'est vraiment des jeux sérieux. Sinon, dans les autres tâches, tout est déjà prévu, mais au niveau du timing, puisque c'est en temps réel, il va y avoir quand même un expérimentateur derrière qui va déclencher la réponse au bon moment pour essayer d'avoir une fluidité dans les interactions. Mais je crois qu'on a toujours un trade-off, enfin, je ne sais pas par rapport à ta question, Pascal, un trade-off entre le contrôle pur, qu'on peut avoir en labo, où il n'y a rien et il n'y a pas d'interaction, le degré d'interaction, et après, même là, on peut voir qu'en fait, dans les approches, tu vas avoir un trade-off, et peut-être qu'en améliorant certains éléments de réalisme, on arrivera à quelque chose de parfait, mais pour l'instant, on est en train de le chercher. C'est ça, et puis l'autre difficulté qu'on a quand on a des systèmes intelligents très incarnés qui pourraient trop ressembler à l'humain. Après, on se rapproche d'une terminologie qu'on appelle la vallée de l'étrange, ou si c'est trop réaliste, si tu vois, si ça te ressemblait trop avec une interaction trop fluide, ça paraît aussi vraiment bizarre, hein, que ce soit des robots, des agents. Donc, il y a toujours aussi cette question où on flirte un peu avec l'éthique de ce qu'on veut faire ou pas faire, qui est quand même un peu compliqué. Ça nous fait un peu des nœuds au cerveau pour savoir vers quoi il faut aller,
qu'est-ce qu'il faut contrôler, parce qu'il y a besoin de contrôle expérimental. Quand on veut, tout à l'heure, Pauline Lam disait, on doit un peu rétrograder pour une évaluation clinique, puisque effectivement, parfois, on fait des choses compliquées, ça ne peut pas être utilisé par tous les psychologues. On sait que les petites salles, on change de bureau, etc. Donc, pour l'instant, je n'ai pas la réponse vraiment à cette question. Peut-être une dernière question pour vous, Stéphane, c'est que justement, vous essayez d'avoir des avatars qui sont basés sur les photos réelles des personnes. Donc, votre objectif, c'est d'essayer de faire des avatars le plus proche possible pour que manipuler justement la menace du stéréotype, enfin, en tout cas, réduire l'agisme. Et donc, est-ce que vous, au contraire, vous seriez donc pas, vous n'auriez pas peur de la vallée de l'étrange et d'essayer d'avoir vraiment la copie conforme de la personne, mais par exemple vieillie ou avec du poids, ou, etc. Et en fait, je me suis posé la même question en dialectique, donc c'est on peut, donc jusqu'à quel point on peut augmenter le réalisme pour notre famille. Et j'aime pas la réponse, mais en fait, peut-être qu'il faut aussi faire toutes des études sur l'uncanny valley, donc voir jusqu'à quel point pour les participants c'est acceptable de faire ce type de manip avec son environnement et des agents avec le fait qu'il va interagir sans faire. Pour moi, c'est l'avantage, c'est de manipuler des choses qu'on peut contrôler sans faire la partie écologique. Je peux juste dire un dernier mot pour rebondir sur ce qu'on vient de dire, mais c'est toujours une question qu'il faut garder en tête quand on fait ça, quand on fait de la recherche en général, ou même pour la pratique clinique. Dès qu'on utilise un peu des technologies comme ça, informatiques ou du numérique, c'est quand même l'utilité au regard de la finalité de ce qu'on veut faire. C'est l'éthique, ça, c'est l'éthique. Est-ce que Philippe, tu as quelque chose à… Non, je n'ai rien à ajouter par rapport à ce qu'il vient de dire. Merci. D'accord, je vous remercie, donc on vous applaudit de nouveau.